Dernier sujet de Bismart, et alors là, d'ailleurs tu le dis toi-même, Natacha, les normes sont certainement le sujet le moins sexy du monde économique. Oui, je sais, mais très important. Mais très important. Très important, parce que si vous maîtrisez les normes, ça veut dire que vous maîtrisez l'accès au marché, et c'est pas simplement l'accès au marché, c'est aussi l'évolution du marché. Donc c'est super important. Mais alors, je vais dire d'un mot, mais la norme, tous les grands chefs d'entreprise savent le poids de la norme et savent. Enfin, en fait, le lobby, c'est la norme. S'il y a des lobbies, c'est bien parce que ce sont les normes qui font le marché. Oui. Et qu'à un moment, tous décident, dans la rédaction d'un projet de loi, dans un décret, sur une norme, mais ça peut se jouer à un cheveu, hein, on est d'accord. Hein. Tout à fait, d'où l'importance de bien comprendre aussi la stratégie de la Chine. Pourquoi ? Parce qu'elle ambitionne d'avoir un leadership mondial en 2049. D'accord ? Et pour ça, elle se dit, je vais mettre en place un plan qui s'appelle China Standard 2035, dans lequel elle dit, moi, je vais établir toutes les normes sur toutes les technologies du futur. Ça veut dire, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas les normes principales sur les technologies du futur. Les technologies du futur, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'Internet des objets, c'est la santé connectée, la 5G, bien sûr. Mais c'est les normes chinoises qu'elle va établir. Alors c'est là où c'est intéressant. Il faut bien comprendre comment est-ce qu'en fait, à partir d'une norme, surtout comment est-ce qu'à partir d'un brevet, on en fait une norme, et comment est-ce qu'à partir d'une norme, on en fait une norme internationale. Donc juste pour bien comprendre les choses. Vas-y, on a le temps, on est tranquille. Ok. La stratégie de la Chine, c'est quoi ? C'est de dire, en fait, par rapport à ça, je vais avoir en fait 3 grands axes. Le premier axe, il faut impérativement que les entreprises chinoises déposent énormément de brevets. Donc, le Bureau national de la Chine, propriété intellectuelle, il incite très fortement les entreprises à déposer des brevets. Et le gouvernement chinois va les subventionner. Il identifie quelques entreprises clés et les subventionne fortement. On connaît tous Huawei. On estime que c'est 10 à 15 milliards de dollars en termes de subventions. Pour qu'ils déposent des brevets qui vont devenir des BEN. Des BEN, c'est des brevets essentiels à des normes. Et donc, par rapport à ça, quand on regarde aujourd'hui au niveau mondial, 2019, les derniers chiffres qui sont sortis, la Chine, numéro 1 au monde en termes de dépôt de brevets. Parmi les 10 plus grandes entreprises mondiales qui déposent des brevets, il y en a combien des chinoises ? 4. Aucune française. Il y en a une allemande, Robert Bosch, d'accord ? À nouveau, l'entreprise numéro 1 qui a déposé des brevets en 2019, c'est quoi ? Huawei. C'est toujours la même, d'accord ? Le deuxième point... On précise d'un mot. Ouais. Ils subventionnent, nous, il faut qu'on paye. Nos entrepreneurs, eux, ils doivent payer. Et pour développer un brevet à l'échelle européenne... Ça coûte très cher. Ils doivent payer 28 fois. Ah bah oui, absolument. Ça coûte très cher. Sauf qu'on verra qu'il y a une autre solution, et ça, on en discutera peut-être à la fin, c'est qu'on peut tout à fait s'allier pour ça. Et ça, je donnerai ça dans les solutions, d'accord ? Mais si je reviens sur le plan de la Chine, premièrement, elle dit, OK, il faut que mes entreprises, elles déposent des brevets. Deuxième point, elle dit, et c'est là où tu as raison, ça rejoint tout à fait ton idée, c'est de dire, mais c'est une question de lobbying. Et ça, la Chine l'a bien compris, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va à un moment donné positionner ses pions sur les grandes instances internationales de normalisation. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais voilà. Commission électronique internationale. Je ne savais pas que ça existait. Ça, c'est tout ce qui est déterminé. L'électricité, l'électronique, les nanotechnologies. Mais quand tu dis elle place ses pions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez la présidence de cette institution, elle est détenue par un membre du Parti communiste. Donc, et ensuite, Commission électrotechnique internationale, Union internationale des télécommunications. Alors là, c'est pour toutes les normes qui vont concerner les télécommunications, la 5G, la 6G aussi. La FAO, donc, agriculture, alimentation. Agriculture, alimentation, nutrition. Ça, on la connaît. Organisation de l'aviation civile internationale. Bah là, c'est toutes les normes par rapport à l'aéronautique civile. Ces 4-là, qu'on vient de citer, sont dirigés par un membre du Parti communiste chinois. Exactement. Mais c'est pas parce que c'est dirigé par un membre... Non, mais parce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va orienter les choix. Et surtout, en fait, la Chine est en train aujourd'hui de proposer, en fait, des nouveaux comités techniques. Et sur ces nouveaux comités techniques, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va mettre, en fait, à nouveau des secrétariats qui sont, à un moment donné, chinois. Le meilleur exemple, c'est celui sur le lithium. On connaît tous l'importance par rapport à l'Airbus des batteries qui est en ce moment proposé par rapport à l'Europe. D'accord ? La Chine s'est dit, je vais proposer un nouveau comité technique sur le lithium. Super idée. Du coup, elle a une influence, c'est elle qui est force de proposition, et elle a récupéré le secrétariat jusqu'en 2025. Donc automatiquement, elle va influencer. Donc on voit bien ce pouvoir à un moment donné aussi d'être positionné aux bons endroits. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, justement, c'est là où l'importance aussi de la norme nationale, qui va, plus votre norme nationale est utilisée par d'autres pays, plus à nouveau vous avez un pouvoir d'influence. Tout à fait. Donc que fait la Chine ? À travers les nouvelles routes de la soie, qui est bien plus que ce qu'on peut imaginer, en fait, elle va négocier des accords bilatéraux, entre guillemets, d'exportation de ces normes. Et aujourd'hui, il y a
90 accords de normes chinoises avec un autre pays qui fait partie des routes de la soie. Et au total, c'est avec 52 pays. C'est énorme. 90 accords normatifs qui sont passés avec 52 pays dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Route de la soie, vous connaissez tous, grand programme d'équipement et d'investissement logistique. Sauf que les gens en fait ne comprennent pas ce que c'est. Parce que ça a complètement changé par rapport à ce que c'était à l'origine. Mais c'est bien ça, c'est un grand programme d'équipement, d'investissement logistique. C'est bien plus que ça aujourd'hui. Alors juste pour finir par rapport à la philosophie, aujourd'hui, c'est très intéressant. Dans le milieu des affaires chinois, voilà ce qui se dit. Il se dit, vous êtes une entreprise de première classe, vous déposez des normes. Vous êtes une entreprise de seconde classe, vous déposez des brevets. Vous êtes une entreprise de troisième classe, vous vendez des produits. Ils ne le font pas avec cette grosse voix. D'accord ? Mais c'est symptomatique. Je trouve que, en tout cas, ça caractérise bien le milieu des affaires en Chine. Et je trouve ça super intéressant. Natacha, c'est passionnant. Mais... Oui. Vas-y. Non, mais je ne veux pas te couper dans ton raisonnement. Mais nous, en face, on ne reste pas les deux pieds dans le même sac. Non, mais il faut comprendre justement. Sur les brevets de Huawei, les Américains, ils ne les regardent même plus aujourd'hui. Alors, ça c'est faux, Stéphane. C'est complètement faux. Regarde, Stéphane. Un point essentiel. On sait tous que Huawei est sous embargo. On est d'accord ? Et qu'il y a des sanctions qui sont énormes. Absolument. Alors, on pourrait dire, super, ça y est, c'est fini, on ne parle plus de Huawei ni des normes. Ouais. D'accord ? On parle plus de Huawei. Pas du tout. En fait, on n'en parle plus parce qu'on ne lit pas à un moment donné les bons rapports. Et je t'invite à lire le rapport du département du commerce américain de juin 2020. Pourquoi ? Les entreprises télécoms américaines, elles ont commencé à se dire, mon Dieu, Huawei est toujours très actif au niveau des organismes de normalisation. Il est très actif, à la fois toujours sur des normes 5G, mais aussi des normes 6G. Or, les entreprises américaines se sont dit, si on n'arrive pas à travailler en collaboration avec Huawei, ça va poser un problème. Donc, elles ont été voir le département du commerce américain, et le département du commerce américain, conscient du danger que cela pouvait engendrer, il a voté un amendement en juin 2020 pour faire en sorte que les entreprises américaines, elles puissent retravailler avec Huawei, mais pas simplement retravailler. C'est écrit dans l'amendement qu'elles pouvaient revendre de la technologie sous réserve si jamais ça pouvait bénéficier à l'avancée des normes et à la révision des normes 5G. Il y a combien de personnes qui le savent aujourd'hui, ça ? Je sais pas. C'est hallucinant. Pas moi, en tout cas. Ça veut dire... Non, mais je veux dire, c'est aujourd'hui, si tu veux, on est sur une logique où les Américains, c'est aussi le principe de réalité. Ils ont bien compris que, bien sûr, d'un côté, il faut absolument empêcher Huawei, puis de l'autre côté, ils disent, oui, mais d'un autre côté, les normes sont essentielles, donc qu'est-ce qu'on fait ? OK, on accepte. Mais, attendez, on accepte. J'ai pas lu ce rapport, Natacha, mais j'en ai vu d'autres où ils ont débloqué quand même des centaines de millions de dollars pour aider les petits équipementiers et les petits réseaux télécoms aux États-Unis à se sortir de Huawei et à s'équiper. Alors pour le coup, mais bien sûr, parfois en Nokia et en Ericsson, ce qui fait nos affaires. Et ça prouve bien l'importance des normes. Ils sont pas fous, les Américains. Ils savent très bien que si tu possèdes les normes, tu verrouilles l'accès au marché. Et ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que ce soit Huawei qui dépose un brevet essentiel aux normes. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, la Chine aura réussi. Elle rendra dépendantes les entreprises américaines qui voudront travailler, et plus globalement le gouvernement américain, dès lors qu'ils voudront travailler dans le domaine, en particulier de la 5G. Donc il y a vraiment un enjeu très fort. Et juste pour revenir sur la nouvelle route de la soie, ce que tu disais c'est un grand projet d'infrastructure, etc. Logistique, voilà, on est d'accord. De la Chine jusqu'à l'Europe, quoi. Voilà, globalement, traversant toute l'Asie centrale. Voilà, sauf que non, c'est plus ça du tout. Premièrement, c'est plus... Alors historiquement, tu as raison, c'était pour relier la Chine à l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est déjà toute l'Asie. C'est toute une partie de l'Afrique, c'est une partie de l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est l'Équateur, c'est le Chili, c'est une partie des Caraïbes, c'est la République dominicaine. Ça se matérialise par rapport à... Alors, quand je te vois sourire quand tu dis « oh, c'est peu important ». Non, c'est quand tu dis République dominicaine, on s'en fout de la République dominicaine. Non, on s'en fout pas, je vais t'expliquer après pourquoi. Vas-y. Parce que, en fait, donc, premièrement, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par des infrastructures, du développement télécom, des voies ferrées, des barrages, etc. Le grand classique, ce que tout le monde connaît, d'accord ? Ensuite, c'est pas anodin, parce que sais-tu combien il y a de pays qui ont des accords bilatéraux à travers les nouvelles routes de la soie ? Non. Comme ça, non. 143. C'est 72% des pays à l'échelle mondiale. 72% des pays à l'échelle mondiale. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine s'est rendue compte qu'il y avait un certain nombre de pays, parce que bien évidemment, elle prêtait de l'argent aussi pour ces infrastructures. Oui. L'Éthiopie est en difficulté, le Pakistan est en difficulté. Oui. Ça, donc, on a beaucoup décrit ce donc ils se sont dit, waouh, ça va avoir un effet boomerang, et la Chine va être rejetée. Donc ils ont dit, ouh, on va y aller tout doux. Et en fait, on va avoir une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, en fait, on va utiliser une nouvelle route de la soie pour transférer de la santé et pour transférer tout ce qui est l'éducation.
C'est peut-être pas connu, mais par exemple, en Tunisie, la nouvelle infrastructure sur l'équivalent de l'ENA français, c'est la Chine qui est en train de le construire en Tunisie, et c'est la Chine qui va former les futurs diplomates tunisiens. D'accord ? Donc ça veut dire que la Chine, qu'est-ce qu'elle fait ? La Chine va former les futurs diplomates tunisiens, mais... Ben ouais. Et donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait ? Tu comprends qu'en fait, elle tisse des liens politiques et pas que économiques. Ce que l'on croyait à l'origine des nouvelles routes de la soie, qui était juste une influence économique, on se rend compte que ça devient une influence politique. Avec en plus l'idée de dire « venez nous rejoindre, nous sommes des opprimés de l'Occident ». Et la Chine se positionne comme un opprimé de l'Occident et comme un colonisé de l'Occident. On refait le coup des non-alignés des années 50. Et ouais, c'est incroyable. Et aujourd'hui, il y a plein de pays en voie de développement qui ont un sentiment de revanche très fort vis-à-vis de l'Occident. Et la Chine les met dans cette dynamique-là. Dès lors que vous avez cette influence politique, ça veut dire que vous avez aussi beaucoup d'alliés. Or, comment fonctionnent les grands organismes internationaux de normalisation ? L'ISO. Au niveau de l'ISO, ce qui est représenté, ce sont les pays à travers leurs organismes de normalisation. L'AFNOR, dans le cas de la France. Sauf qu'ensuite, quand vous êtes dans un comité technique, vous avez en fait un certain nombre de membres qui peuvent voter. Mais c'est un pays, un vote. Donc ça veut dire, par le biais de son organisme de normalisation, on est d'accord ? Donc ça veut dire qu'automatiquement, plus vous avez une influence politique auprès de l'ensemble des pays de la planète, et bien automatiquement, bien sûr, plus vous avez une influence globale sur des organismes typiquement tels que l'ISO. Surtout que ça ne doit pas être très compliqué, dans des relations un peu intenses, de demander aux représentants de tel ou tel pays, à l'AFNOR international, de voter. Oui, c'est ça. Personne ne le saura jamais que Natacha Tréant et que les quelques chercheurs qui s'occupent du truc, quoi. T'as tout compris. Alors, c'est pas un vote aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Voilà. Mais le point qui est positif, c'est que quand on essaie de comprendre, et ça c'est très important, qu'est-ce qui fait en fait qu'un brevet va devenir essentiel à une norme ? On voit qu'il y a une influence étatique qui est forte, ça je l'ai bien décrit. Mais par contre, il y a une influence aussi par rapport aux entreprises. Les entreprises, elles peuvent faire plein de choses. Donc, si on essaie de comprendre, la première possibilité, la première stratégie qu'a une entreprise, déjà, c'est comme dans les télécoms. Il faut qu'elle ait une technologie qui favorise l'interopérabilité. Plus votre technologie va favoriser l'interconnectivité, l'interopérabilité, plus elle a de chances de devenir en fait un brevet essentiel aux normes. Le meilleur exemple, c'est Ericsson, qui a déposé la technologie Bluetooth. Et cette technologie Bluetooth, c'est 2000 entreprises qui ont rejoint Ericsson ensuite, parce qu'ils se sont dit, waouh, ça permet à un moment donné de connecter nos devices. Et du coup, il nous reste 2 minutes, Natacha. Et du coup, on va aller dans cette dynamique-là. Donc ça veut dire qu'en tout cas, les entreprises, on se rend compte que, et à ce moment-là, pour essayer de voir qu'il y a des possibilités, si on travaille en réseau, et c'est ça mon message fort. Ces entreprises travaillent en réseau. Si elles développent des technologies où d'autres sont intéressés, bien évidemment que ça va peser. Et qu'à un moment donné, l'intérêt des entreprises va aussi être déterminant. On comprend bien ça. La deuxième approche, c'est le fait de se dire que dès lors que vous avez une technologie qui donne à un moment donné l'accès à un marché énorme, de la même façon, il y a plein d'autres entreprises qui vont avoir envie de vous suivre. En théorie économique, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Tout à fait. Donc ça veut dire que, à nouveau, une entreprise qui a elle-même une technologie très forte, plein d'autres vont vouloir l'utiliser, et donc elle aura encore plus de chances d'avoir un brevet qui devienne à un moment donné essentiel à une norme. Donc il y a plein de solutions. Et surtout, il ne faut pas croire que parce que je suis une entreprise toute seule, par exemple, je suis une PME en France, je dis les brevets ça coûte super cher, c'est super compliqué, etc. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites ? Vous rentrez dans les filières, il faut travailler par filière professionnelle. Vous travaillez avec votre filière professionnelle. Vous participez à un moment donné au grand projet, ce qu'on appelle des normes volontaires de l'AFNOR. Par rapport à ça, ensuite, l'AFNOR va porter ce projet-là, et c'est l'AFNOR qui va porter ce projet ensuite auprès de l'ISO. Et puis ensuite, si effectivement vous êtes sur une dynamique qui est une dynamique positive, eh ben ça va passer. Le meilleur exemple. Sauf si la République dominicaine vote non, parce que la République dominicaine ne fait pas partie. Elle ne fait pas partie des pays qui donc faut. Le meilleur exemple, c'est un. Pardon, faut arrêter. Vas-y, un exemple. 50 secondes. Non, c'est pas grave. Alors juste 3 citations pour comprendre tout. 3 citations. La première citation, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui dit la Chine doit cacher ses talents et attendre son heure. Xi Jinping, il dit lutter pour atteindre les objectifs. Et le président du Conseil européen qui dit « L'Europe n'est plus un terrain de jeu, l'Europe est un acteur du jeu ». Et voilà, tout est dit. Natacha Tréant, les amis, voilà, le silence qui suit Natacha Tréant, c'est encore du Natacha. Bon, on se retrouve, nous on se retrouve lundi, Aurélie Planex est là demain, et on vous souhaite une bonne soirée, c'est Bismart.